Bon, de nos jours, la grande menace qui, dans l'imaginaire collectif, semble planer sur le monde est le réchauffement climatique. C'est inévitable désormais, la température va augmenter, les tempêtes vont s'intensifier et avec ça évidemment, de nombreux incidents majeurs vont se produire. Cependant, faut pas oublier que c'est un sujet assez jeune et qui est venu remplacer petit à petit la grande peur du XXe siècle qui était la guerre nucléaire. Dans cette vidéo, je vous propose de voir en détail l'histoire de la bombe atomique, en passant par son initialisation jusqu'à ses implications géopolitiques actuelles. Pour commencer, il faut savoir que la bombe nucléaire tire son énergie de la radioactivité. La radioactivité est découverte en 1896 par Henri Becquerel et plus largement étudiée dans les années qui suivent par Pierre et Marie Curie. Pour faire simple, la radioactivité est un phénomène physique qui se produit quand un noyau atomique est instable. Le noyau instable perd de l'énergie sous forme de rayonnement, et ce jusqu'à ce qu'il soit à un état stable. La deuxième grande découverte qui nous intéresse sur la radioactivité est celle de la fission, découverte en 1938 par Otto Hahn et Fritz Strassmann. La fission nucléaire est un processus par lequel le noyau d'un atome lourd se divise en deux noyaux plus légers, libérant une très grande quantité d'énergie. En 1939, l'Europe est un peu tendue, et plusieurs physiciens, dont Léo Szilard, sont préoccupés de la montée en puissance du régime totalitaire allemand, et ont de grosses inquiétudes quant aux découvertes récentes sur la fission nucléaire qui pourraient être utilisées à des fins militaires. Ils persuadent donc Albert Einstein, alors éminent physicien, de signer une lettre à destination du président américain Roosevelt pour le prévenir que les Allemands pourraient être en train de travailler sur le développement d'une bombe atomique destructrice. Suite à cette lettre, à de nombreuses discussions, à de nombreuses recherches et à de nouvelles découvertes, le projet Manhattan est officiellement lancé aux États-Unis le 13 août 1942. L'objectif de ce projet extrêmement confidentiel était tout simplement de créer une bombe atomique en réponse à la potentielle menace allemande. Ce projet avait d'énormes contraintes physiques et logistiques, et les Américains ont dû recourir à l'aide de nombreux scientifiques, dont Niels Bohr, Enrico Fermi ou encore Robert Oppenheimer. Évidemment, je vous conseille le film Oppenheimer qui est vraiment génial. Les plus gros défis auxquels les scientifiques ont dû faire face ont été notamment l'obtention d'uranium enrichi et de plutonium, la compréhension du mécanisme de réaction en chaîne de la fission, des contraintes de sûreté, de transport et de confidentialité, et par-dessus tout, le contre-la-montre potentiel avec les Allemands. La suite de l'histoire, vous la connaissez tous à peu près. L'essai de la première bombe nucléaire le 16 juillet 1945 dans le Nouveau-Mexique fut un énorme succès. L'explosion et le bruit produit sont visibles à plusieurs dizaines de kilomètres et les résultats techniques semblent concluants. Cependant, désormais bien conscients de la chose qu'ils avaient créée et de la puissance dévastatrice qui était entre leurs mains, le directeur scientifique du test, Kenneth Bainbridge, ne put s'empêcher de prononcer ces mots. Maintenant, nous sommes tous des fils de pute. Les Allemands se sont rendus en mai 1945. Cependant, les Japonais sont toujours tenaces et les Américains savent que s'ils s'engagent à débarquer sur les côtes japonaises, il y aura de lourdes pertes et ça des deux côtés. Les Américains veulent en finir vite et adressent donc au Japon un ultimatum. Le Japon doit se rendre sans condition, sans quoi il subirait une destruction rapide et massive. Le Japon voulant temporiser pour trouver un accord avec l'URSS et n'ayant pas conscience de la menace qui pesait sur eux, a refusé de se rendre. C'était alors décidé, la première bombe atomique allait s'abattre sur le Japon. Il faut désormais choisir quelle ville sera visée. Plusieurs ont été retenus à la base, dont Kyoto. Cependant, le patrimoine culturel de l'ancienne capitale du Japon a été jugé trop important pour être détruit. Le 6 août 1945, le largage de la première bombe nucléaire du nom de Little Boy est effectué au-dessus de la ville industrielle d'Hiroshima. La bombe s'est déclenchée à 600 mètres au-dessus du sol. La détonation initiale a détruit instantanément presque tout ce qui trouvait dans un rayon de 1 km. La chaleur immense et l'onde de choc ont également détruit une bonne partie des bâtiments sur des kilomètres. La bombe a libéré des radiations nucléaires. Les effets des radiations ont été immédiats, causant des brûlures sévères et des maladies aiguës. De multiples incendies se sont déclarés, continuant la destruction de la ville, et des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie instantanément. Malheureusement, ce nombre a continué à croître, notamment en raison des radiations, mais aussi de la famine et des pénuries qui suivirent l'explosion. Au final, on estime 140 000 morts et 90% de la ville d'Hiroshima détruite due à cette seule bombe. 3 jours plus tard, après un nouveau refus du Japon, les États-Unis larguent une deuxième bombe, Fat Man, au-dessus de Nagasaki, causant 40 000 morts. Finalement, le 15 août 1945, le Japon capitula, craignant entre autres de nouvelles attaques atomiques, et ils ont bien fait car contrairement à ce qui est parfois affirmé, les États-Unis avaient déjà produit une troisième bombe atomique, prête à être lancée juste avant la reddition du Japon. Pas encore remis des émotions de la guerre, le monde entier allait découvrir une autre menace qui semble pouvoir détruire le monde, la guerre nucléaire. Dès l'évocation d'une bombe très puissante au sein des élites politiques et scientifiques, beaucoup de voix s'étaient levées pour protester
protester. Et après l'utilisation et l'officialisation de l'utilisation des bombes atomiques qui avaient rasé de la carte deux villes japonaises, énormément de politiques et des gens du monde entier étaient inquiets. Ils demandaient simplement la paix et voulaient réfléchir à contrôler l'utilisation de cette puissance ou encore l'interdire totalement. Même les États-Unis avec le président Truman avaient une tendance pacifique sur ce sujet. Indeed, the highest hope of the American people is that world cooperation for peace will soon reach such a state of perfection that atomic methods of destruction can be definitely and effectively outlawed forever. Cependant, dans l'ombre, les grandes puissances cherchaient à maîtriser la bombe atomique. La France, avant l'invasion, avait commencé à faire des recherches, le Royaume-Uni avait commencé un programme nucléaire, tout comme l'Allemagne, mais également l'URSS pendant la guerre. Ces derniers en particulier ont découvert le projet Manhattan grâce à leurs services de renseignement, ce qui les a poussés à continuer et à mettre plus d'efforts dans la création d'une bombe nucléaire. Basiquement, ces pays, désireux d'avoir une très grande puissance, n'ont pas tardé à faire leurs premiers essais nucléaires. L'URSS c'était en 1949, le Royaume-Uni en 1952 et la France forcément un peu retardée en 1960. Bien sûr, plus tard, d'autres pays comme la Chine ont réussi à avoir des bombes nucléaires, mais on fera ça un peu plus tard. Alors vous avez peut-être remarqué sur ce tableau qu'il existe divers essais nucléaires menés par différents pays, caractérisés par des distinctions telles que l'appellation de la bombe A ou H, et la puissance avec des écarts significatifs. Bien que le terme bombe nucléaire englobe toute arme utilisant des matières radioactives telles que l'uranium-235 ou le plutonium-239, l'utilisation de ces bombes varie considérablement en fonction de leur type. Commençons par la bombe A, la première bombe nucléaire développée, également connue sous le nom de bombe à fission nucléaire. Comme son nom l'indique, cette bombe exploite le processus de fission nucléaire. Comme mentionné précédemment, la fission nucléaire implique essentiellement la division d'un gros atome en deux à l'aide de neutrons projetés dessus. Ce processus génère une quantité considérable d'énergie, déclenchant une réaction en chaîne où tous les atomes se scindent mutuellement, produisant une immense quantité d'énergie sous forme de chaleur et donc de choc. La bombe H, quant à elle, présente une complexité accrue, mettant en œuvre le phénomène de fusion nucléaire. La fusion nucléaire se produit lorsque des noyaux atomiques légers fusionnent pour créer un noyau plus lourd. Dans le cas spécifique de la bombe H, un mélange d'isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium est utilisé, fusionnant pour former de l'hélium. L'hélium étant légèrement plus léger que les deux noyaux précédents, cela libère une importante quantité d'énergie. Par contre, pour activer la réaction de fusion nucléaire, ça nécessite une température énorme de l'ordre de plusieurs millions de degrés. Pour atteindre cette chaleur, le meilleur moyen qui a été trouvé, c'est d'utiliser une bombe A en tant que déclencheur. Ainsi, la réaction en chaîne de la bombe A suivie des multiples fusions de la bombe H permettent le relâchement d'une énergie de l'ordre de la mégatonne, ce qui est environ 1000 fois supérieur à l'énergie d'une bombe A seule, avec seulement quelques kilotonnes. L'apogée de la puissance nucléaire a été atteint avec la Tsar Bomba développée par l'Union soviétique, qui a une puissance de 50 mégatonnes, soit presque 4000 fois plus que la bombe lancée sur Hiroshima. L'escalade de la puissance militaire pendant la guerre froide s'explique principalement par la course à l'armement entre les États-Unis et l'URSS. Dans ce contexte tendu, les deux nations cherchaient à développer des armes toujours plus puissantes, motivées à la fois par la volonté de démontrer la supériorité de leur idéologie respective, capitalisme ou communisme, et de renforcer leur statut en exhibant leur richesse et leur puissance militaire. Cette course à l'armement n'était pas seulement une démonstration de force, mais également un moyen de dissuasion majeur. Les dirigeants de l'URSS et des États-Unis étaient conscients que toute utilisation de bombes nucléaires aurait des conséquences dévastatrices, car chaque partie savait que l'ennemi répondrait de manière similaire. Les milliers de bombes nucléaires en possession de ces superpuissances bien plus puissantes que celles utilisées lors des bombardements sur le Japon représentaient une menace potentielle à l'échelle mondiale. En 1962, après une révolution communiste à Cuba, les États-Unis réalisent que l'URSS avait déployé des missiles nucléaires à courte portée sur l'île, constituant une menace directe pour le territoire américain. Cette crise, connue sous le nom de crise des missiles de Cuba, a plongé le monde au bord de la guerre nucléaire. Les tensions ont atteint un point critique avec des négociations intensives entre les deux superpuissances. Finalement, après des négociations, l'URSS s'est engagée à retirer ses missiles de l'île et les États-Unis ont fait de même en retirant les leurs basés en Turquie. Après cette crise et une amélioration des communications et des relations entre les deux pays, la production de bombes nucléaires s'est un peu calmée. On est passé de plusieurs dizaines de milliers de bombes nucléaires à un peu plus de 5000 chacun, en comptant les bombes hors service et celles qui ne sont pas déployées. Cependant, malgré ce calme, d'autres pays ont des bombes atomiques. C'est le cas de pays comme la Chine, avec son premier essai en 1964, l'Inde en 1974, le Pakistan en 1998, Israël a également la bombe atomique grâce à l'aide de la France depuis 1967, et le petit dernier, la Corée du Nord, avec un essai officiel en 2006.
À partir de là, on peut se demander pourquoi des pays aussi pauvres que la Corée du Nord, le Pakistan, la Chine et l'Inde ont développé des armes nucléaires, alors que d'autres pays bien plus puissants comme le Japon ou l'Allemagne n'en ont pas du tout. Déjà, beaucoup de pays développés ont signé des traités de dénucléarisation pour éviter que tout le monde en ait et que ça se prolifère. En plus de ça, on a des cas un peu spécifiques. Dans le cas du Japon, sa constitution lui interdit tout simplement de faire la guerre. De ce fait, ils peuvent pas vraiment posséder une arme nucléaire. De plus, tout comme la Corée du Nord, le Japon est très lié aux États-Unis qui possèdent une grande frappe nucléaire. Pour l'Allemagne et pas mal d'autres pays occidentaux comme l'Italie ou le Canada, ils sont dans des alliances comme l'OTAN, dont font partie notamment les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni, ce qui est largement suffisant. A l'inverse, les pays moins développés sont en recherche de statut, de puissance, et l'arme nucléaire peut être utile pour asseoir sa légitimité au niveau mondial. La dissuasion d'une bombe atomique est vraiment énorme. La Corée du Nord, qui avant n'était pas vraiment prise au sérieux, suscite désormais des inquiétudes, car désormais, en un claquement de doigts, Kim Jong-un peut détruire des villes entières. Et on a des exemples très récents. La Russie, s'ils peuvent globalement tout faire sans trop de sanctions en Ukraine, c'est grâce à leur arsenal nucléaire. Un vieux président fou qui peut détruire des régions entières, ça dissuade assez vite. En dernier point, je trouve qu'il est assez pertinent d'aborder la relation entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Le nucléaire militaire, comme son nom l'indique, concerne les activités liées à l'armée, principalement axées sur les armes nucléaires. En revanche, le nucléaire civil est lié à la production d'énergie à l'aide de la fission nucléaire. Malgré leurs objectifs distincts, ces deux utilisations de l'atome présentent plusieurs similitudes. Tout d'abord, la physique sous-jacente est la même. Ainsi, toutes les connaissances techniques et scientifiques acquises dans le domaine civil peuvent être appliquées dans le domaine militaire et vice-versa. L'utilisation d'uranium enrichi est indispensable dans les deux cas, bien que les taux d'enrichissement diffèrent considérablement. Un exemple concret est l'Iran qui possède des centrales nucléaires ainsi que des installations d'enrichissement d'uranium. Cependant, depuis plusieurs décennies, il est connu que l'Iran cherche à développer des armes nucléaires. Ils enrichissent de l'uranium à des taux dépassant 80%, se rapprochant ainsi des 90% nécessaires à la fabrication d'une bombe nucléaire. Et ceci est nettement supérieur aux 3 à 5% nécessaires pour les centrales nucléaires. Par ailleurs, la fusion nucléaire s'avère également très efficace pour produire de l'électricité. Cependant, les réacteurs à fusion nucléaire ne sont clairement pas au point, demandant de très gros efforts en termes de développement. Le rêve d'une énergie quasi infinie et propre n'est malheureusement pas pour tout de suite. En tout cas, je pense que la menace de la bombe atomique entre les mains de vieux séniles prêts à tout perdre sera toujours présente dans les décennies à venir. Donc faudra continuer de vivre avec. Bref, comme d'habitude, j'ai passé énormément de détails, mais si la vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, surtout abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine.